Gold et Silver Pawn Shop a survécu à des catastrophes qui auraient détruit la plupart des entreprises familiales depuis longtemps. L'entreprise a survécu à des crises de faillite, à d'âpres procès familiaux, à des accusations criminelles liées à des personnes liées à l'entreprise et même à la mort de Richard Benjamin Harrison lui-même. Pendant 15 ans, il est devenu le prêteur sur gage le plus célèbre au monde, transformant les négociations ordinaires en télévision incontournable et attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine via Pawn Stars. Mais en 2026, les fans ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange, et soudain, l'avenir du magasin ne semblait plus assuré. Des équipes de construction ont commencé à apparaître à l'extérieur du bâtiment. De grandes barrières ont été érigées le long du Las Vegas Boulevard, créant une confusion pour les touristes qui s'y rendaient en s'attendant à voir la célèbre devanture exactement telle qu'elle était à la télévision. Des photos ont commencé à se répandre en ligne et des rumeurs ont explosé sur les réseaux sociaux selon lesquelles l'ensemble du magasin était en train d'être démoli. Pour les fans de longue date, cela semblait crédible car tant de chaos entourait déjà la famille Harrison. Puis les rumeurs sont devenues encore plus sombres. Corey Harrison aurait quitté le pays pendant de longues périodes. Des histoires ont circulé affirmant que ses finances personnelles s'étaient tellement effondrées que sa valeur nette était passée de plusieurs millions à presque rien. Dans le même temps, les gens parlaient encore des batailles juridiques impliquant Rick Harrison, notamment du procès choquant, intenté par sa propre mère pour des allégations de perte d'argent. Pendant ce temps, Pawn Stars lui-même était devenu inhabituellement silencieux. À son apogée, l'émission a régulièrement attiré près de 7 millions de téléspectateurs par épisode et est devenu l'un des plus grands succès de télé-réalité de l'histoire du câble. Puis la tension a ralenti, les gros titres sont devenus plus négatifs et les fans ont commencé à se demander si l'Empire s'effondrait tranquillement dans les coulisses. Lorsque des rumeurs se sont répandues selon lesquelles le bâtiment lui-même pourrait disparaître, de nombreuses personnes ont immédiatement cru au pire. Mais la vérité derrière ce qui se passera en 2026 est bien plus compliquée qu'un simple effondrement. Pour comprendre pourquoi cet endroit est si important, il faut remonter jusqu'au véritable début de l'histoire. Et cette histoire n'a pas commencé sous les lumières vives de Las Vegas. Cela a commencé dans un monde très différent. Richard Benjamin Harrison Jr. est né le 4 mars 1940 et à Danville. Il a grandi à Lexington au 115 Peacock Avenue et sa jeunesse a été remplie d'instabilité. Il a abandonné ses études secondaires au cours de sa première année et à l'âge de 14 ans, il conduisait déjà un autobus scolaire. La responsabilité est arrivée tôt, mais les problèmes aussi. À 17 ans, Richard a rencontré Joan Harrison lors d'un bal dans une grange. Cela semblait être un moment simple à l'époque, mais cela façonnerait le reste de sa vie. Peu de temps après, il a été arrêté pour avoir volé une voiture et son avenir s'est soudainement révélé sombre. Parce que le père de Joan était juge de comté, Richard s'est vu offrir un choix qui a changé sa vie: aller en prison ou rejoindre l'armée. Il choisit la marine américaine en octobre 1958 et cette décision changea tout. Il a servi pendant 20 ans, a atteint le grade de personnel de première classe et a travaillé à bord de 4 navires, dont l'USS Roanoke. Pendant la période vietnamienne, il a effectué plusieurs déploiements dans le Pacifique occidental, développant ainsi la discipline qui le définira plus tard. Quelque part au cours de ces années, bien qu'il soit encore relativement jeune, Richard a gagné le surnom de « le vieil homme ». Le nom correspondait si parfaitement à sa personnalité qu'il lui est resté pour le reste de sa vie. À la maison, lui et Joan ont fondé une famille et ont élevé 4 enfants, Sherry, Joseph, Rick et Chris. Mais le bonheur dans la maison Harrison était toujours marqué par le chagrin. Leur fille, Sherry, est née avec le syndrome de Down et est décédée alors qu'elle n'avait que 6 ans. Ses soins médicaux étaient incroyablement coûteux et après avoir quitté l'armée, Richard a pris une décision douloureuse qui a tout révélé sur son caractère. 14 mois seulement après avoir quitté le service, il s'est réenrôlé pour que sa fille puisse continuer à bénéficier des prestations de santé militaire. Il était têtu, fier et souvent difficile, mais lorsqu'il s'agissait de famille, il portait les fardeaux tranquillement. Lorsque Richard a été libéré en 1979, il est entré dans la vie civile et a commencé à travailler dans l'entreprise immobilière de Joan à San Diego. Joan s'était bâti une solide carrière après avoir obtenu son permis d'immobilier en 1970 et pendant un bref instant, leur avenir semblait stable. Puis, l'économie s'est effondrée autour d'eux. Les taux d'intérêt ont grimpé jusqu'à près de 18% en 1981
et la famille aurait perdu près d'1 million de dollars. Tout ce qu'ils avaient construit a disparu à une vitesse stupéfiante. Soudainement, les Harrison se sont retrouvés avec seulement 5 000 dollars. Plutôt que de se rendre, ils ont mis leurs affaires dans une voiture et se sont rendus à Las Vegas à la recherche d'une dernière opportunité. Cette décision désespérée allait changer leur famille pour toujours. Richard et Rick Harrison, 6 ans, ont ouvert un petit magasin de pièces de monnaie dans une petite vitrine de 300 pieds carrés au 1500 un Las Vegas Boulevard. Ils ont vendu des pièces de monnaie, acheté des biens d'occasion et ont progressivement appris comment survivre dans une ville bâtie sur le risque. Las Vegas regorgeait de joueurs en quête de miracles et nombre d'entre eux ont fini par rejoindre l'entreprise familiale Harrison. En 1986, le magasin s'était suffisamment agrandi pour s'installer dans un espace plus grand sur Fremont Street. Mais la stabilité reste fragile. 2 ans plus tard, ils ont également perdu ce bail et l'entreprise a failli s'effondrer à nouveau. Pour de nombreuses familles, cela aurait été la fin. Mais Rick avait hérité de l'entêtement de son père. Il est devenu obsédé par les lois sur les licences de prêt sur gage à Las Vegas et a découvert une étrange règle municipale de 1955 qui limitait les licences en fonction de la croissance démographique. Une seule licence de prêt sur gage était autorisée pour 50 000 habitants. Rick a appelé à plusieurs reprises les autorités municipales attendant le moment précis où la croissance démographique créerait une ouverture. Lorsque la population a finalement dépassé les 250 000 habitants, Rick a déménagé instantanément. En 1989, la famille a obtenu sa licence et a ouvert Gold et Silver Pawn Shop près du Strip de Las Vegas. À l'époque, ce n'était qu'une entreprise familiale parmi d'autres qui luttait pour survivre. Personne n'imaginait qu'il deviendrait un jour célèbre dans le monde entier. Pendant près de 2 décennies, la boutique a bâti tranquillement sa réputation. Il restait ouvert 24 heures sur 24 et aidait régulièrement les joueurs désespérés qui avaient besoin de suffisamment d'argent pour acheter de l'essence et rentrer chez eux. Le magasin achetait des bijoux, des outils, des appareils électroniques et presque tout ce que les clients apportaient. En 2005, l'entreprise accordait près de 3 millions de dollars de prêts par an et générait environ 700 000 dollars de revenus d'intérêt. Rick Harrison a également développé une réputation pour ses objets historiques inhabituels. Il aimait les pièces rares, les objets de collection étranges, les souvenirs sportifs et les artefacts aux histoires fascinantes. Cette passion a donné au magasin une identité unique. Le magasin a lentement commencé à attirer l'attention des médias. Il est apparu dans un documentaire en 2000, puis dans un épisode d'Insomniac avec Dave Attell en 2003. À peu près à la même époque, Rick a commencé à proposer des idées télévisées basées sur le magasin, convaincu que l'entreprise avait un potentiel de divertissement. La plupart des réseaux ne sont pas d'accord. HBO a failli conclure un accord mais souhaitait un concept plus sombre axé sur d'étranges clients de fin de soirée. Rick a rejeté l'idée parce qu'elle ne lui semblait pas bonne. Le concept a stagné pendant des années et semblait voué à disparaître. Puis tout a changé en 2008. Brent Montgomery et Colby Gaines de Left Field Pictures ont visité Las Vegas lors d'un week-end à la recherche d'une entreprise familiale qui pourrait ancrer une série de télé-réalités. Ils ont découvert la boutique Gold et Silver et ont immédiatement vu le potentiel. Le pitch a été envoyé à History Channel exactement au bon moment. Nancy Dubuc souhaitait que History Channel aille au-delà de la programmation militaire continue et atteigne un public plus large. Selon la légende de l'entreprise, le lecteur DVD est tombé en panne lors de la réunion de présentation, obligeant les producteurs à en emprunter un à un autre cadre au bout du couloir. Ce dirigeant a regardé les images, a adoré ce qu'il a vu et a approuvé l'émission presque immédiatement. Même alors, le spectacle évoluait encore. Son titre original était Pawning History, qui semblait informatif, mais manquait d'enthousiasme. Finalement, les producteurs l'ont renommé Pawn Stars, un titre controversé, conçu pour attirer instantanément l'attention. Ils ont également ajouté des experts à l'écran qui pouvaient vérifier des objets rares et expliquer leur signification historique, transformant ainsi l'émission en un mélange de divertissement, de drame familial et d'éducation inattendue qui a transformé un prêteur sur gage en difficulté en une histoire télévisuelle mondiale. Puis le 19 juillet 2009, les 2 premiers épisodes ont été diffusés consécutivement. Ils s'appelaient Boomer Bust et Confederate Conundrum, et presque immédiatement la série a décollé.
En 10 semaines, Pawn Stars était l'émission la mieux notée de History Channel. En 18 mois, elle est devenue la série la mieux notée de toute l'histoire de la chaîne. Les chiffres étaient énormes. Le 24 janvier 2011, un épisode a attiré plus de 7 millions de téléspectateurs, ce qui en fait l'émission télévisée la plus regardée de l'histoire de la chaîne. La même année, l'émission a attiré en moyenne 7,6 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui en a fait la deuxième série de télé-réalité sur toute la télévision derrière Jersey Shore. Pour la semaine se terminant le 7 mars 2010, il a attiré 5,34 millions de téléspectateurs et a même battu The Bureau pour devenir le programme le plus regardé sur le câble financé par la publicité en Amérique. Semaine après semaine, d'abord le lundi, puis le jeudi. Pawn Stars s'est classé en tête des audiences du câble de 2010 à 2013. Le succès se répand dans toutes les directions. Rick Harrison a publié son autobiographie License to Pawn en juin 2011 et elle a atteint la 22e place sur la liste des meilleures ventes du New York Times. En mars 2010, le maire Oscar Goodman a remis aux acteurs la clé de la ville de Las Vegas. En 2012, la commission du comté de Clark a déclaré le 17 juillet journée des pions d'or et d'argent des Pawn Stars. Le spectacle est devenu une franchise. Cela a conduit à des retombées comme Cajun Pawn Star American Restoration Counting Cars Pornography United Stuff of America et plus tard Pawn Stars Do America en 2022. Au moment où la série originale comptait 600 épisodes, elle était diffusée dans plus de 150 pays et doublée en 38 langues. Et à mesure que le spectacle explosait, la boutique elle-même a cessé d'être une simple boutique. Avant la télévision, on voyait entre 70 et 100 clients par jour. 10 semaines après la première, ce nombre était passé à 700. En octobre 2010, plus d'1 millier de personnes franchissaient la porte quotidiennement. En février 2012, le nombre s'élevait entre 3000 et 5000 visiteurs chaque jour. Rick a répondu de la seule manière possible. Il a dépensé 400 000 $ pour agrandir la salle d'exposition des 2/3, ce qui l'a porté à 15 000 pieds carrés. Il s'agissait de la 10e expansion de l'entreprise depuis son ouverture. Il a embauché près de 30 nouveaux employés, rien que pour gérer le volume. Ensuite, la zone autour du magasin a également commencé à changer. Vers 2015, Rick a ouvert Pawn Plaza à côté, un complexe commercial de 2 étages construit à partir de conteneurs maritimes. Il a ajouté Rick's Roll and Smoke, BBQ and Tavern et plus tard Chumley's Candy sur le boulevard, transformant l'ensemble en une destination plutôt qu'une entreprise. Le Gold and Silver Pawn Shop est devenu l'une des plus grandes attractions touristiques non liées aux Jeux de Las Vegas. La World Record Academy l'a même qualifié de prêteur sur gage le plus prospère au monde. Ce qui a commencé comme une devanture exiguë tenue par un père et son fils est devenu une véritable machine touristique. Pourtant, ce que les téléspectateurs ont vu à l'écran n'a jamais été toute la vérité. L'idée de base de l'exposition était que des objets incroyables sortaient de la rue et déclenchaient des négociations spontanées. Cela faisait de la bonne télévision, mais ce n'était pas ainsi que les choses fonctionnaient réellement. En 2014, l'actuel directeur du magasin, Travis Benton, a déclaré au Las Vegas Review Journal que les articles étaient d'abord examinés par les employés, puis montrés aux producteurs de Left Field Pictures, qui décidaient s'ils étaient suffisamment intéressants pour la télévision. Les vendeurs ont été invités à revenir les jours de tournage et ont été coachés sur la manière de se comporter devant la caméra. Brent Montgomery a admis plus tard que les producteurs avaient même négocié les prix avec les vendeurs avant le tournage, de sorte qu'ils savaient que des accords pouvaient réellement avoir lieu à l'écran. Sinon, les gens se présenteraient simplement en espérant passer à la télévision et ne vendraient jamais rien. Ainsi, même si les objets et les transactions étaient techniquement réels, le marchandage que le public regardait était souvent plus une performance qu'une surprise. La comédie a également été façonnée. Les petites bagarres entre Rick et le vieil homme, l'image désemparée de Chumley, la tension, les moments gênants. Tout cela a été poussé par des producteurs en quête de divertissement. Parfois, ils ajoutaient même des bips à de fausses disputes, de sorte qu'il semblait que les gens juraient plus qu'ils ne l'étaient en réalité. Cela a fonctionné parce que les téléspectateurs avaient l'impression de voir une famille être elle-même, alors qu'en réalité, ils regardaient une famille poussée dans des versions exagérées d'elle-même.
Le plâtre avait également été brûlé à plusieurs reprises. Richard Harrison a admis avoir perdu près de 30 000 $ dans les années 1970 lorsque la zircone cubique est apparue pour la première fois sur le marché et qu'il a acheté des pierres qu'il pensait être des diamants. Cory, alors qu'il n'avait que 18 ans et travaillait de nuit, a réussi à acheter 6 fausses montres Rolex en une semaine et a coûté au magasin environ 4 000 $. Rick lui-même a déclaré à NPR qu'il avait déjà perdu 40 000 $ sur une paire de boucles d'oreilles en diamant, achetées à un homme dont les reçus se sont révélés plus tard provenir d'une fraude par carte de crédit. Ainsi même, pour les personnes qui connaissaient le mieux le secteur se faire avoir, faisait toujours partie du risque. Au fil des années, ce risque s'est transformé en une entreprise bien plus importante que ce que les Harrison auraient pu imaginer. La valeur nette de Rick Harrison a été estimée entre 9 et 10 millions de $. Cet argent provient de sa participation d'environ 95% dans le magasin de ses revenus télévisuels, de l'immobilier des marchandises, des accords de licence et des redevances sur les livres. En mars 2021, il a vendu sa maison du Red Rock Country Club à Summerlin pour 3,15 millions de $ après l'avoir acheté plus tôt et dépensé 600 000 $ en rénovation. Les rapports sur son salaire par épisode varient beaucoup, allant de 25 000 $ à 100 000 $ selon la source. À un moment donné, la série était renouvelée par lot de 80 épisodes, à la fois ce qui est inhabituel pour la télé-réalité. Austin Chumley Russell a également transformé la renommée télévisée en argent sérieux. Il a commencé à travailler dans le magasin à l'adolescence et n'était même pas censé devenir une figure majeure de la série, mais il l'a fait. Sa valeur nette estimée est d'environ 5 millions de $, et les rapports indiquent qu'il a gagné environ 25 000 $ par épisode. En mai 2017, il a ouvert Chumley's Candy sur le boulevard de Pont Plaza et a vendu des bonbons nostalgiques et des articles de fantaisie au flot de touristes créés par le spectacle. En 2010, il a vendu la moitié de sa société de marchandises à Rick pour 155 000 $. Et au fil du temps, il a fini par vendre plus de produits de marque que tous les autres membres de la distribution. Le prêteur sur gage lui-même rapporterait plus de 5 millions de $ par an grâce aux seules opérations de prêt sur gage, et certaines bases de données commerciales ont estimé que l'empire plus large de Pawn Stars pourrait générer jusqu'à 56 millions de $ lorsque toutes les sources de revenus sont comptées ensemble. Mais malgré toute la renommée et l'argent, la famille n'a pas pu éviter le chagrin. Le 25 juin 2018, Richard Benjamin Harrison Jr., le vieil homme lui-même, est décédé à 77 ans après une longue bataille contre la maladie de Parkinson. Presque personne en dehors de son entourage ne savait à quel point il était malade. Dans les années qui ont précédé sa mort, les téléspectateurs avaient remarqué qu'il apparaissait de moins en moins souvent, mais peu comprenaient pourquoi. Alors quand l'annonce est tombée, ça a frappé fort. Rick a posté ce jour-là sur Instagram en disant « Aujourd'hui, j'ai perdu un ami, un père, un professeur, et bien plus encore. Le vieil homme a perdu son long combat contre la maladie de Parkinson ce matin. Je t'aime, papa. On se verra de l'autre côté. » History Channel a suivi avec sa propre déclaration le qualifiant de membre bien-aimé de la famille. Et seulement 2 jours plus tard, le 27 juin 2018, il a diffusé une émission spéciale, hommage intitulée « A Treasure Remembered ». L'épisode d'1 heure a rassemblé ses meilleurs moments d'une décennie à la télévision. Les accords pointus, les paroles étranges, l'humour calme, les éclairs de chaleur qui transparaissaient toujours sous la surface rugueuse. Le magasin a érigé un mémorial en son honneur et ses funérailles ont eu lieu à la morgue de Palm à Las Vegas le 1er juillet 2018. Et pourtant même, cette perte a révélé des choses que les téléspectateurs n'avaient jamais vues. Le testament du vieil homme avait été mis à jour en 2017. Il nommait Rick comme exécuteur testamentaire et laissait la succession à Joan Rick et Joseph. Mais cela a délibérément exclu son plus jeune fils Christopher Keith Harrison. La formulation était froide et définitive. Il a écrit qu'il voulait exprimer son amour et son affection pour Christopher, mais qu'au fin du testament, il avait intentionnellement et en toute connaissance de cause omis de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Aucune explication n'a été donnée. Cory a déclaré plus tard qu'il n'avait pas vu son oncle Christopher depuis environ 20 ans. Rick a appelé cela une affaire privée. La succession elle-même valait environ 8 millions de $,
Mais le testament n'était que le début des ennuis. En février 2022, la propre mère de Rick Joanne Harrison, alors âgée de 81 ans, a intenté une action en justice contre lui devant le tribunal du comté de Clark. Elle l'a accusé de lui avoir rendu visite pendant son coma vers 2000 ou 2001 et de l'avoir persuadé de céder sa participation de 51% dans le prêteur sur gage. Elle a également affirmé que Rick avait cessé d'effectuer des paiements mensuels de 25 000 $ sur la part de Richard dans l'entreprise en 2020 et que plus de 500 000 $ en espèces et en argent de la succession ne pouvaient pas être comptabilisés. Puis, en mars 2022, elle a demandé une ordonnance d'interdiction temporaire pour empêcher Rick de vendre les biens familiaux. Le côté de Rick a répondu en disant que Joanne était manipulée par des personnes qui n'avaient pas à cœur son meilleur intérêt. C'était le genre de dispute familiale amère qui ne correspond jamais à l'image nette que la télévision tente de vendre. Et ce n'est pas la seule crise qui pèse sur la marque. Le 9 mars 2016, la police de Las Vegas a exécuté un mandat de perquisition au domicile de Chumlee dans le sud-ouest de Las Vegas. La femme a porté plainte. En fin de compte, la police n'a trouvé aucune preuve pour étayer ces allégations, mais ce qu'elle a trouvé à l'intérieur de la maison a suffi à créer un scandale en soi. Les agents ont saisi 12 armes à feu, dont des armes de poing enregistrées, un fusil de chasse, un MP5 de type assaut non enregistré et des carabines de calibre .223. Seules 4 des 12 armes étaient réellement enregistrées au nom de Russell. Ils ont également trouvé près de 5 onces de marijuana, de méthamphétamine de Xanax, qui ne lui avaient pas été prescrits, ainsi que des traces de cocaïne. Une pièce de la maison s'appellerait Chum Chum Room et contenait même un poteau de stripteaseuse à l'intérieur. Le danger juridique était sérieux. Chumlee a été frappé de 19 accusations liées à la drogue et d'une accusation d'armes, soit 20 chefs d'accusation au total. Et si les choses s'étaient mal passées, il aurait pu encourir jusqu'à 70 ans de prison. Il a déposé une caution de 62 000 $ et s'est enfui. Puis le 23 mai 2016, devant le juge de paix de Las Vegas, Joe Cicento, il a plaidé coupable à une accusation de crime en matière d'armes et à un délit grave pour tentative de possession de drogue. Il a été condamné à 3 ans de probation avec conseil à renoncer à ses 12 armes et à toutes les drogues saisies, et on lui a dit que s'il restait à l'écart des ennuis jusqu'en 2019, le crime serait abandonné. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a terminé sa probation sans incident et le crime a été rejeté, ce qui ne lui a laissé qu'un délit à son casier. La chaîne History Channel a déclaré que son statut n'avait pas changé et qu'il était de retour dans l'émission peu de temps après, comme si de rien n'était. Puis une autre tragédie a frappé et celle-ci était encore plus personnelle. Le 19 janvier 2024, le fils de Rick Harrison, Adam Harrison, a été retrouvé mort dans une maison d'hôtes de la région de Las Vegas. Il n'avait que 39 ans. Le coroner du comté de Clark a confirmé plus tard que la cause du décès était une intoxication au fentanyl et à la méthamphétamine, et l'a jugée accidentelle. Adam luttait contre la dépendance depuis la vingtaine. Rick a déclaré plus tard qu'il avait envoyé son fils en cure de désintoxication à plusieurs reprises. Selon certaines informations, Adam avait été en prison pendant des mois avant d'emménager dans la maison d'hôtes où il vivait depuis environ 2 semaines. Un voisin a déclaré à la police qu'Adam avait fait preuve d'un comportement troublant, notamment en se barricadant à l'intérieur en poussant des meubles contre les portes. Il n'avait pas été revu depuis le 17 janvier. Adam n'était jamais apparu en tant que membre du casting de Pawn Stars, mais cela n'a pas réduit la perte. Rick a posté en ligne « Tu seras toujours dans mon cœur. Je t'aime, Adam ». Puis dans une interview en 2025, il a parlé de la douleur comme seul un père peut le faire. Il a dit qu'il pensait à lui tous les jours. Il se demandait s'il aurait pu faire les choses différemment. Selon lui, il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. En septembre 2024, Corey Harrison a pris une décision qui a surpris beaucoup de monde. Il a dit qu'il quittait complètement Las Vegas, pas seulement en reculant, mais en s'éloignant réellement. Il a fait ses valises et s'est rendu à Tulum au Mexique, un endroit calme, loin du bruit et des caméras qui le suivaient depuis des années. Lorsque les journalistes lui ont posé des questions à ce sujet, il s'est montré calme et direct. Il a dit qu'il n'avait plus rien à voir avec le prêteur sur gage, même si au fond il se sentirait toujours comme chez lui. Il n'a pas non plus renouvelé son contrat avec History Channel, ce qui montre clairement qu'il ne s'agit pas seulement d'une courte pause. Il recommençait.
Son plan était simple dans son esprit. Ouvrez un restaurant de barbecue sur la côte Caraïbe et construisez quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui appartenait. Pendant un instant, il sembla qu'il pourrait réellement y parvenir. Puis tout a changé en janvier 2026. Corey conduisait sa moto à Tulum lorsqu'il a eu un grave accident. Ce n'était pas un petit accident, c'était le genre de choses qui changent tout en quelques secondes. Il s'est retrouvé avec 11 côtes cassées, une commotion cérébrale, des blessures au visage et une hémorragie interne. Son état était si mauvais que les médecins ont dû le faire opérer, non pas une, mais 3 fois simplement pour le maintenir en vie. Il est resté dans un hôpital au Mexique pendant 18 jours. Et pendant qu'il essayait de se rétablir, un autre problème s'est discrètement accumulé en arrière-plan. Le coût. Ses frais médicaux atteignaient environ 120 000 $. C'était une somme énorme. Et même pour quelqu'un qui était autrefois connu comme une star de télé-réalité, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait simplement ignorer. Il s'est donc tourné vers quelque chose que beaucoup de gens font dans des moments comme celui-ci. Il a créé un GoFundMe et a demandé 18 000 $ pour l'aider à couvrir ses dépenses. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se gâter. Le représentant de Rick Harrison est intervenu et a déclaré que Rick avait déjà payé les factures. Mais Corey a raconté une autre histoire. Selon lui, son père n'en avait couvert qu'environ la moitié. Et même ça, ce n'était pas un cadeau, c'était un prêt. Au même moment, un autre choc survint. La valeur nette des célébrités a mis à jour la valeur nette estimée de Corey. Et ce chiffre était presque difficile à croire. Seulement 10 000 $. Il n'y a pas si longtemps, cela s'élevait à environ 4 millions de $. La chute semblait irréelle. Techniquement, il détient toujours une participation de 5% dans le prêteur sur gage d'or et d'argent. Sur le papier, cela semble précieux. Mais en réalité, cela n'aide pas d'être allongé dans un lit d'hôpital dans un autre pays et d'avoir besoin d'argent en ce moment. Ce type de propriété est verrouillé. Il ne paie pas vos factures lorsque vous en avez le plus besoin. Et tout cela nous amène à la question qui a tout déclenché. Le prêteur sur gage d'or et d'argent est-il en train d'être démoli? La réponse simple est non. Complètement non. En avril 2026, la boutique est toujours là, toujours ouverte et toujours occupée. Il fonctionne 7 jours sur 7, ouvrant à 10 h du matin et fermant à 17h30. Environ 80 employés y travaillent et des milliers de visiteurs franchissent encore chaque jour ses portes. Rick Harrison est toujours très impliqué. Il rencontre des fans, signe des articles et fait vivre la marque. Il vend même des marchandises via le site web du magasin qui continue d'attirer l'attention du monde entier. Et puis il y a les nouvelles choses qu'il fait. En février 2025, Rick et Chumlee ont lancé un podcast intitulé Pawn After Dark. Ils l'enregistrent directement à l'intérieur du magasin, ce qui maintient ce décor familier vivant pour les fans. Peu de temps après, Rick a encore développé son entreprise. Il a ouvert un nouveau magasin appelé Rick's Collection dans les boutiques du Grand Canal à l'intérieur du Vénitien. C'était son premier véritable pas sur le strip de Las Vegas. Dans le même temps, les affaires au sein du prêteur sur gage n'ont pas ralenti. En février 2026, Rick a même mentionné que l'argent se vendait aussi vite qu'il pouvait l'obtenir. Il n'y a aucun ordre de démolition, aucune action du gouvernement, aucune procédure judiciaire qui menace le bâtiment, aucun plan pour le démolir. Alors, d'où vient toute cette confusion? Cela vient en partie de ce qui se passe autour de la ville. Las Vegas a changé rapidement. Les grands monuments ont disparu. Le Tropicana a été démoli. Le Mirage se transforme en quelque chose de nouveau sous le nom de Hard Rock. L'ancien site Riviera est en cours de réaménagement. Lorsque les gens entendent parler de tous ces changements, ils commencent à supposer que tout est en danger. Ensuite, il y a eu ce rapport de mars 2025 de Vital Vegas disant que Pawn Stars était terminé. Même s'il s'est avéré trop tôt pour le dire, cela a quand même planté une idée dans les esprits. On avait l'impression que quelque chose se terminait. La situation de Corey ajoutait encore plus de poids à ce sentiment. Son déménagement au Mexique, suivi de son accident et de ses problèmes financiers, donnait l'impression que toute l'histoire s'écroulait. Et puis, il y a eu la construction. Depuis des années, un projet massif se déroulait le long du boulevard Las Vegas, exactement là où se trouve le prêteur sur gage. Il s'agissait du plus grand projet de travaux publics jamais entrepris par la ville, coûtant 112 millions de $ et s'étendant sur 3 miles entre Sahara Avenue et Stewart Avenue.
Les équipes ont remplacé les anciens systèmes souterrains datant de 1942. Les conduites d'eau, les réseaux d'égouts, les égouts pluviaux, les conduites de gaz et les fibres optiques ont tous été mis à jour. Dans le même temps, ils ont élargi les trottoirs, ajouté des rampes, installé de nouveaux éclairages et même construit un passage pour piétons spécial Barnes Dance à Fremont Street. Ils ont planté 200 arbres, restauré 8 enseignes au néon historique et ajouté 2 grandes enseignes de showgirl ainsi que des éléments modernes de ville intelligente. Les travaux ont débuté au printemps 2020 et se sont terminés mi-2024. Mais pendant que cela se produisait, cela a créé une image différente. Il y avait des fermetures de voies, des machines lourdes, des vues bloquées et moins de personnes se promenant. Pour tous les passants, cela ressemblait au chaos. On aurait dit que quelque chose de grand était en train d'être déchiré, même si la vérité était le contraire. Les bâtiments n'étaient pas détruits. Ils étaient en cours d'amélioration. Il y avait aussi un autre projet plus loin au sud de Sahara Avenue. Le comté de Clark a eu ses propres améliorations routières entre Tropicana et Harmon, coûtant 56 millions de dollars, et toujours en cours en 2025. Mais cette zone est loin du prêteur sur gage et ne l'affecte pas du tout.